Bonjour à tous. Nous allons aborder maintenant un sujet d'avenir pour de vrai, l'éducation, et on espère d'une façon très optimiste, un minimum. Et pour pouvoir parler d'éducation, nous avons une ancienne ministre du Travail, un député européen et un professeur qui connaît pas mal les sciences cognitives, les fake news et donc les problèmes pour lutter, les méthodes pour lutter contre, ce qui touche beaucoup à l'éducation. Et donc nous allons commencer tout de suite en essayant d'avoir d'abord, par François-Xavier Bellamy, un diagnostic de l'état de l'éducation aujourd'hui. Ensuite, Madame Pénicaud pourra nous dire quel est, selon elle, quels sont les grands enjeux, comment on peut améliorer le système, comment on peut réaligner ça avec quelque chose qu'on oublie souvent, nous, dans le monde de l'éducation, c'est la relation avec le monde du travail et avec le développement. Et puis, Gérald nous donnera lui aussi des solutions du point de vue de l'enseignement et à partir de ses compétences sur les sciences cognitives et sa compréhension des mécanismes de croyance. Merci beaucoup pour cet échange. Je suis désolé parce que je vais vous décevoir. Je ne suis pas du tout optimiste. Il y a un événement qui est passé presque inaperçu cette semaine. Je ne sais pas si vous l'aurez vu. C'est la parution des évaluations de 4e. On s'est décidé à se concentrer sur la situation en France. Donc on va parler de l'éducation en France, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent être élargies, évidemment, d'une façon plus générale à l'Europe et au monde occidental. Mais parlons de la France. Moi, je parle comme ancien professeur aussi. J'ai exercé l'enseignement de la philosophie pendant plus de 10 ans. J'ai découvert la réalité de la crise de l'école en devenant professeur. Et au fond, ce qui me frappe, c'est que cette crise n'est pas un sujet, qu'on n'en parle pas, ou très peu, alors même qu'elle devrait être notre seule et unique priorité nationale. Ça devrait être la question fondamentale qui nous obsède tous. Cette semaine, les évaluations en 4e... Et c'est pas un obscur institut caché quelque part, c'est pas des chiffres contestables, c'est le ministre de l'Éducation nationale lui-même qui annonce ce chiffre. Les évaluations nationales ont montré qu'à l'entrée en 4e, plus d'un jeune élève sur 2 ne sait pas lire correctement. Plus de 50% des élèves ont du mal à lire. Plus de 50% des élèves ont des difficultés majeures en mathématiques. Il y a 3 ans, on a découvert que notre pays, les élèves de notre pays sont les derniers d'Europe en mathématiques. C'est l'enquête Teams. Ça n'a pas fait un pli. Quand on en arrive à ce niveau de résultat, ça devrait être un scandale majeur. Surtout quand vous mettez les éléments du contexte. La France est un grand pays de mathématiques dans son histoire et dans son actualité. La France, par ailleurs, c'est le pays d'Europe qui consacre le premier budget de l'État à l'éducation nationale, 1,1 million de fonctionnaires. Et la France, c'est le pays au monde qui a les prélèvements obligatoires les plus élevés de l'OCDE. Si vous mettez tout ça bout à bout, même du point de vue du contribuable, un tel niveau de désastre en termes d'échecs, vous voyez, le dernier d'Europe en mathématiques. Quand on fait de la politique, parfois il faut apprendre des chiffres compliqués, des statistiques bizarroïdes, mais là, c'est pas très difficile. Il n'y a pas un pays qui fait moins bien que nous en Europe. À 18 ans, à l'occasion de la journée de défense et de citoyenneté, on fait un test de lecture qui montre que chaque année, globalement, entre 18 et 22% des jeunes Français, soit un jeune Français sur 5 à 18 ans, ne sait pas lire correctement le français, c'est-à-dire déchiffrer un programme de cinéma. C'est l'exercice qu'on leur fait faire à 18 ans. Et ça ne peut pas ne pas avoir des conséquences sur l'avenir de ces jeunes qui ne sont pas les responsables de la crise de l'école, mais qui en sont les victimes. Cette crise de l'école, c'est notre responsabilité. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l'avenir de notre économie, parce qu'on n'aura pas une économie prospère, rayonnante, compétitive demain, si on n'a pas d'abord des jeunes qui sont correctement formés dans les connaissances les plus fondamentales, et comme la lecture, l'écriture, le calcul. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences, et je sais que c'est une préoccupation qu'on partage avec Gérald Bronner, sur l'avenir de notre démocratie. Parce que quand vous êtes dans une telle situation de fragilité de la raison commune, quand vous avez du mal à transmettre une langue commune, par exemple, comment voulez-vous que le dialogue démocratique soit possible quand les éléments même de la conversation civique n'ont pas été transmises? Vous savez, la démocratie, c'est un système politique très fragile qui a des conditions de possibilité complexes. Et la première de ces conditions de possibilité, c'est le fait que nous puissions compter sur une culture commune, sur une éducation fondamentale qui fait que les citoyens peuvent s'approprier leur propre liberté. Et donc, je crois que ça devrait être, encore une fois, le sujet, même ce qui s'est passé cette semaine. Cette annonce du ministre de l'Éducation nationale aurait dû être un électrochoc majeur. Un élève sur 2 en 4e a du mal à lire. Ça devrait tous nous révolter. Et pourquoi est-ce que rien ne bouge? Je termine par une dernière statistique au risque de nous déprimer tous. J'espère qu'on aura l'occasion de parler des solutions dans la suite de la conversation, mais vous m'avez demandé un diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas plus? Parce que nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire le pays dans lequel le parcours scolaire d'un
l'élève est le plus directement corrélé à son milieu social d'origine. Ce qui fait que je suis à peu près certain que ce ne sont pas vos enfants, nos enfants ici, qui payent le prix fort de cette crise de l'école. La corrélation, évidemment, le corollaire, c'est que jamais nous n'avons eu des élites ou jamais la préparation de nos élites de demain ne s'est faite avec une telle homogénéité sociale. Moi, j'ai découvert la situation comme professeur parce que moi-même, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu qui était culturellement plutôt favorisé. Ma propre mère était prof de français. J'ai grandi dans un endroit où il y avait des livres. Et d'une certaine façon, j'ai vu à quel point, quand je suis devenu professeur, la chance que j'avais eue n'était pas partagée par tous les enfants de ce pays. J'ai découvert ce que c'était que d'avoir en face de moi des classes de terminale dans lesquelles la moitié des élèves ont du mal à lire. Lisent avec leurs doigts, comme des élèves de CE2 dans l'expérience que j'avais vécue. Et cette inégalité-là, elle fait qu'effectivement, le monde des décideurs, aujourd'hui, ne mesure pas la réalité de la crise. On a tous les chiffres sous les yeux, mais on ne veut pas voir. Et donc être optimiste, puisque vous me demandiez d'être optimiste aujourd'hui sur le plan de l'éducation en France, être optimiste, c'est une inconséquence. C'est un déni de réalité. Je ne dis pas qu'on est perdu, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en sortir, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire mieux, on peut évidemment faire beaucoup mieux, ne serait-ce que grâce à l'incroyable dévouement de ces centaines de milliers de professeurs qui aujourd'hui encore se battent sur le terrain malgré toutes les difficultés. On peut bien sûr reconstruire, mais il faut commencer pour reconstruire par regarder la réalité en face. Et si on veut guérir d'une maladie, il faut commencer par faire un diagnostic qui soit correct. Si l'optimisme consiste à nier la réalité du problème, alors il est certain qu'on risque tous d'y mourir. Parce que c'est ça qui est en jeu, c'est l'avenir du pays qui se décide, c'est la seule question qui compte pour notre avenir à tous. Alors Muriel Pénicaud, je sais que vous partagez en partie quand même ce diagnostic, notamment sur les inégalités, mais selon vous, c'est la question de l'efficience du système qui importe. Oui, je partage d'abord les faits. C'est toujours important de dire que les faits ont une valeur. On a besoin de le rappeler par les temps qui courent. Je partage les faits. J'ai donc le pessimisme de la lucidité, mais comme disait Gramsci, l'optimisme de l'action. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et pourquoi ça? La première chose, je voudrais aborder 3 points très rapidement. Le premier, c'est l'efficience et aussi l'investissement. On ne parle d'investissement dans l'éducation que sous forme de coût en France. Comme disait Lincoln, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Voilà, le prix Nobel de l'économie, James Heckman, il a prouvé que quand on investit 1 euro dans l'éducation, on économise tout au long de la vie de quelqu'un 8 euros dans le social, la santé, la justice et l'éducation continue. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre conscience qu'en France, on sous-investit. On est effectivement le premier pays sur les prélèvements publics, mais 13% du PIB, c'est les retraites, 6%, c'est l'éducation. Je m'excuse, il faut choisir la jeunesse. Ok, je ne vais pas raviver le sujet des retraites, ce n'était pas le sens de mon propos, mais je veux dire qu'on est le 13e pays de l'OCDE pour l'investissement en éducation. On est le 25e pays de l'OCDE sur les compétences en maths, sciences, lecture, et sur le niveau des compétences générales de l'ensemble de la population. Donc on a un vrai sujet, c'est qu'on ne se projette pas assez, on n'en débat pas assez, on n'en fait pas une priorité, et je pense que c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on va vers une société des compétences. Et là, je vais venir, moi, du monde du travail, pour regarder l'éducation. Aujourd'hui, les compétences évoluent à une vitesse folle, et ce que j'appelle le tsunami du travail, c'est-à-dire le bouleversement du monde du travail sous le quadruple effet de l'intelligence artificielle, de la transition écologique, des changements démographiques, il y aura moins de jeunes, plus d'âgés dans les pays du Nord, et du rapport au travail qui a complètement changé, et au rapport à apprendre qui a complètement changé, va avoir des conséquences aussi sur l'éducation. Dès aujourd'hui, l'OCDE toujours, nous avons les mêmes bonnes sources, dit qu'en 1987, une compétence technique, un savoir-faire professionnel, avait en moyenne une validité de 30 ans. Aujourd'hui, l'OCDE mesure, en moyenne bien sûr, ça dépend des métiers, que cette validité technique, elle est de 2 ans. Et dans la tech, 8 mois. Donc, ce qui veut dire que le apprendre à apprendre, ce n'est pas un truc pour faire joli pour les pédagogies, c'est juste vital. Donc, et donc c'est mon troisième point. Pardon, dans le deuxième point, il y a le sujet aussi des inégalités. Vous l'avez dit, on est le pays le plus inégalitaire dans la reproduction sociale par l'éducation, Dixit OCDE, mais on est aussi celui où ces inégalités s'accroissent. Alors oui, il y a eu des choses bien faites. Je salue Jean-Michel Blanquer. Les dédoublements de classe en REP+, c'est nécessaire et c'était bien. Mais la taille du problème est plus vaste que ça.
Et puis, mais là où je dis qu'il n'y a pas de fatalité, il faut avoir un peu d'humilité. Il y a des pays qui font mieux. Et tout à l'heure, j'espère que vous parlez de certains pays comme la Finlande, l'Estonie. Ils s'y prennent autrement. Ils s'appuient plus sur les sciences cognitives. Ils ont une approche radicalement différente de nous. Et c'est bizarre, ils ont depuis des années des résultats bien meilleurs à PISA, etc. Donc on a des parents, des enseignants qui ne veulent qu'une chose, c'est la réussite des enfants. Et je pense qu'il faut s'y prendre autrement et j'espère qu'on aura l'occasion de le développer tout à l'heure. Ça dépend que de vous, mais merci pour la transition, puisque ça permet à Gérald, qui voulait parler lui aussi de l'importance de la mixité, mais aussi d'autres fondamentaux ou d'une nouvelle approche pour les fondamentaux dans l'éducation, de directement vous expliquer son point de vue. Merci, j'ai d'abord été très éclairé par les deux interventions précédentes, avec lesquelles je me sens en accord. Oui, il n'y a peut-être pas de sujet, c'est pas pour dire qu'on est dans la meilleure table ronde, hein, mais il n'y a pas de sujet qui est plus porteur d'avenir que des interrogations qu'on peut avoir sur l'éducation, évidemment. Comme disait Leibniz, le présent est gros de l'avenir. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'école préfigure la société française et les autres sociétés dans 10 ans, dans 20 ans. C'est évidemment absolument fondamental. Et comme c'est fondamental, comme c'est un sujet qui est en même temps éminemment politique, il est aussi traversé de toutes sortes de visions idéologiques. Et je pense que la première mission que l'on doit avoir, peut-être avant toute chose, c'est d'essayer d'exfiltrer ce sujet de ses déterminants idéologiques. Ça ne sera pas forcément facile, mais la première étape, et je crois qu'on peut rendre hommage au ministre Jean-Michel Blanquer sur ce point, c'est d'avoir constitué un conseil scientifique de l'éducation nationale. Ce conseil, je le connais bien parce que j'en suis membre, mais il est surtout dirigé par quelqu'un que j'admire et qu'on peut admirer, qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est un professeur au Collège de France, un de nos meilleurs spécialistes du cerveau. S'il a été dit que je m'intéressais un peu aux sciences cognitives, c'est vrai, mais je ne suis pas cogniticien moi-même, je suis sociologue, hein, ce qui est peut-être plus modeste. Mais je crois en effet que les sciences sociales, la sociologie, doivent regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans les disciplines connexes pour elles-mêmes ne pas verser éventuellement dans des interprétations idéologiques, ce qui peut être fréquent. Donc en l'occurrence, établir des faits et pour réfléchir. Et là, les faits ne sont pas toujours aussi faciles qu'on le croit. C'est vrai qu'avant toute chose, il faut se rappeler qu'on est maintenant dans un monde où avant les débats portaient sur l'interprétation des faits, ce qui est tout à fait sain, mais il porte maintenant même sur la constitution des faits, dans certains cas. Et là même, ce n'est pas du tout pour apporter la contradiction, parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais j'ai lu moi-même les pages de l'OCDE, mais je sais qu'elles sont aussi contredites, par exemple, notamment par l'INSEE, ici en France, qui considère que le diagnostic qui fait de la France le pays le plus reproducteur des inégalités de l'OCDE peut être discuté à la marge avec des arguments statistiques très complexes et qu'on ne va pas verser ici. Donc ce n'est pas du tout pour apporter la contradiction, c'est juste pour dire qu'en toute bonne foi, même quand on n'est pas porteur d'idéologie, etc., il n'est pas toujours aussi facile que ça d'établir des faits comme est-ce que le niveau monte ou est-ce que le niveau baisse. Après avoir lu un certain nombre de choses, je pense plutôt qu'il baisse, en l'occurrence, que les choses soient claires. Mais vous savez bien, chers collègues, que cela a été discuté. Ça a été discuté, on connaît le texte de Baudelot, etc., qui date un peu aujourd'hui, mais qui nous faisait crouler sous des statistiques, etc. Ça ne veut pas dire du tout dans mon esprit qu'il ne faut pas utiliser des statistiques. Au contraire, je les ai enseignées à l'université. Il faut en effet établir les faits, mais avec la plus grande rigueur qu'elle soit. Parce que c'est une question, encore une fois, essentielle. Alors, finalement, la question de l'école est un objet social total. Tout tient, en fait, dans cet objet. Et elle a un passé, elle a un présent, et elle a un avenir, j'espère, bien sûr. Mais je crois que pour penser son avenir, il faut penser les 3 niveaux temporels de l'école. Son passé, c'est-à-dire l'acquis, savoir écrire, savoir lire, savoir compter. C'est absolument essentiel au moment où, en effet, des indices nous inquiètent sur ces savoirs fondamentaux. Donc il faut nous interroger sur la possibilité pour nos enfants de maintenir ces compétences fondamentales pour leur vie professionnelle et pour leur vie de citoyen, et donc pour notre vie de citoyen aussi. C'est d'autant plus intéressant et important que les jeunes sont confrontés à des sollicitations auxquelles nous n'étions pas confrontés à leur âge, pour recueillir de l'information, pour traiter cette information. Comme vous le savez, les jeunes, mais nous tous,
nous montrons année après année que nous consacrons de plus en plus de notre disponibilité mentale au fait de nous informer sur les écrans. Et chez les jeunes, c'est encore beaucoup plus important. Mais où s'informent-ils? Sur les écrans, il y a des choses formidables. Il y a par exemple des cours de professeurs au Collège de France que vous pouvez regarder, je vous y invite, qui sont librement téléchargeables. Et beaucoup de conférences de gens qui sont ici. D'ailleurs, ici, ça sera retranscrit aussi en vidéo. Donc, vous voyez, il y a vraiment le meilleur. Mais malheureusement, ce que les enquêtes nous montrent, c'est que les jeunes s'informent, donc de plus en plus sur les réseaux sociaux, et beaucoup plus que les autres classes d'âge. Mais leur source d'information principale, ce sont des plateformes vidéo. Donc ils veulent s'informer par la vidéo, et parmi lesquelles, évidemment, vous trouverez TikTok et Instagram, avec, je le rappelle, une enquête de NewsGuard assez récente qui montre que le taux de fausse information sur TikTok est de l'ordre de 20%. Et quand je vous dis maintenir les éléments fondamentaux de la connaissance, sachez aussi que plusieurs études montrent, je pense à celle de mon ami Olivier Galland et puis Anne Muxel, qui sont peut-être déjà passés d'ailleurs ici, sinon il faudrait les inviter. Ils ont vraiment des choses passionnantes à dire, notamment sur la jeunesse. Et dans leur enquête que j'avais publiée aux Presses universitaires de France, La tentation radicale, ils montraient déjà qu'il y avait des taux de contestation, par exemple de la théorie de l'évolution, dans certaines zones françaises, qui sont effrayantes, avec une majorité d'une partie de la population des jeunes qui ne croient pas à la théorie de l'évolution. Alors, on aboutit, et c'est ça le risque, et puis je vais m'arrêter là pour ne pas faire un tunnel. L'enjeu principal, évidemment, pour l'école, c'est de maintenir l'enjeu pour toute société. C'est le ciment de ce qui va nous permettre de vivre ensemble, en fait. Or, le présent nous indique une crainte que j'ai et que peut-être vous partagez, c'est que nous vivions tous dans la même société, mais de moins en moins dans le même monde. Alors j'ai envie de vous poser la question à tous les trois, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne va pas abandonner. Est-ce qu'on met plus d'argent? Est-ce qu'on réforme l'école? Est-ce qu'on change les programmes? Est-ce qu'on change les cours? Est-ce que c'est la perception globale de l'enseignement qui doit changer? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez 2 heures. Alors, il faut faire beaucoup de choses. Mais il y a plusieurs. La première chose, c'est reconnaître les faits. C'est très important. Mais aussi avoir à gérer le courage de l'imagination collective. Je ne crois pas que c'est juste quelques rustines qu'il faut. Là, l'ampleur du désastre, et encore, on n'a pas parlé de tous les sujets, on a parlé de la reproduction sociale, on a parlé du niveau qui baisse, on n'a pas parlé évidemment les inégalités sociales, mais les inégalités de genre, les filles dans la tech, les sciences, alors que c'est l'avenir, qui sont encore à un niveau très faible. Je rappelle qu'aujourd'hui, arrivées sur le marché du travail, on a en gros 20% de filles qui vont dans les écoles d'ingénieurs, 25% dans le numérique, 10% dans les start-upeuses. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'angles qu'il faut prendre. J'en rajoute un juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que la première chose, c'est nos têtes. C'est notre représentation mentale de ce qui est possible. Quand j'ai eu l'honneur et le plaisir de faire la réforme de l'apprentissage, tout le monde disait en France, c'est pas possible en France. La première chose que j'ai faite, j'ai emmené les leaders patronaux et syndicaux et les vice-présidents de région en Suisse, où il y a le système le plus abouti du monde. On parlait beaucoup de l'Allemagne, mais la Suisse, encore plus, c'est de l'horlogerie. 65% des personnes passent par l'apprentissage, y compris les futurs médecins. D'ailleurs, l'internat, c'est un apprentissage. Et donc, c'est vrai que ça a amené à dire « Ah bon, autre chose est possible ». Alors, donc moi, la première chose que je ferais, c'est d'inviter, mais par milliers, des acteurs, des enseignants, des universitaires, des parents, des parties prenantes, des collectivités locales, aller dans la Finlande ou l'Estonie. Je vais dire un mot juste. Ce sont des pays qui n'investissent pas plus en argent en proportion de leur PIB, plutôt, c'est pas le sujet, mais qui ont une approche radicalement différente sur l'évolution des potentiels. Ils ont compris, ils ont intégré le fait que l'école n'est pas là que pour développer l'intelligence analytique, qui est une des 3 formes d'intelligence, et je simplifie beaucoup. Alors, sur ce collectif vont me dire que je simplifie, mais c'est quand même ce qu'ils disent. L'intelligence analytique, accessoirement, c'est celle qui va le mieux copier ou améliorer l'intelligence artificielle. Or, nous, on ne développe que l'intelligence analytique. L'intelligence émotionnelle et relationnelle,
Et l'intelligence intuitive créative, on la développe extrêmement peu à l'école. Qu'est-ce qu'on fait en Finlande? Eh bien, de l'âge de 3 à 7 ans, il n'y a pas d'apprentissage que nous, on dirait scolaire, alors qu'on a tendance même en maternelle à vouloir faire du pré-scolaire. Par contre, on a une ouverture sur la musique, les arts, on joue, le jeu, c'est la formation du cerveau dans beaucoup de dimensions. Et on apprend à coopérer, on apprend à jardiner, à cuisiner, à toucher à la matière, on éveille les sens, on éveille le potentiel. Et vers 7 ans, de 7 à 16 ans, il y a un tronc commun avec des choses plus structurées, mais où l'autonomie, la coopération, le désir d'apprendre sont essentiels. Si on n'a pas le désir d'apprendre, si on n'a pas la curiosité, si on ne sait pas poser de questions, mais on sera perdu dans le monde de demain, déjà un peu aujourd'hui. Mais alors de demain, avec ces compétences qui vont changer tout le temps, ce monde qui va changer tout le temps, encore beaucoup plus vite et plus fort qu'aujourd'hui, alors que déjà c'est très fort et très rapide aujourd'hui, eh bien ces qualités de curiosité, de capacité à coopérer et d'envie d'apprendre vont être essentielles. Eh bien c'est ce qu'ils font, et ce qu'ils font avec des résultats remarquables. Donc il faut d'abord s'aérer les méninges, voir que c'est autre chose, avoir l'humilité de dire qu'on n'est pas les meilleurs du monde, et après vous allez voir, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup d'engagement en France. Je suis sûre qu'on peut trouver, c'est pas une recette miracle, je dis juste qu'il faut commencer par changer nos cerveaux avant de savoir où est-ce qu'on bouge tel curseur, parce que là, on a un boulevard si on s'y met tous, et par contre, ça doit devenir un gros sujet de société, car c'est pas simplement l'avenir de nos enfants, on l'a dit, je crois qu'on le partage tous, c'est l'avenir aussi de notre démocratie qui est en jeu. François-Xavier Bellamy, pour faire ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut redonner de l'autonomie aux écoles? Est-ce qu'il faut changer le modèle structurellement de l'éducation? Vous posiez la question que faire. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Gérald sur la contestation qui existe encore aujourd'hui de la réalité de la situation. Vous savez, Peggy disait il faut avoir le courage de dire ce que l'on voit, mais plus encore, il faut avoir le courage de voir ce que l'on voit. Et aujourd'hui encore, c'est vrai, on a toute une partie de gens qui considèrent que c'est déjà d'une certaine manière coupable que de pointer la réalité de la crise de l'école. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement l'OCDE qui nous parle de la situation de l'école. C'est PISA, c'est TIMSS, des enquêtes internationales qui sont, je crois, contestées par personne de très sérieux sur le fond. C'est les enquêtes CEDRE qui sont réalisées par le ministère lui-même. C'est les évaluations nationales que dévoilait le ministère cette semaine. Donc les faits, ils sont documentés. Et deuxièmement, si vraiment quelqu'un ne veut pas croire les chiffres, de fait, c'est vrai que c'est utile de les incarner, ces chiffres. Donc j'invite, si quelqu'un ici n'est pas convaincu de la réalité de la crise de l'école, simplement à venir faire un tour dans des établissements scolaires. Prenons rendez-vous, je vous emmène, il n'y a aucun problème. C'est vrai que, de fait, ça m'arrive souvent de rencontrer des parlementaires, des membres du gouvernement, des patrons d'entreprise, ou bien des journalistes qui me disent « Ah, quand même, vous exagérez, moi je vois mon fils, ma fille, quand même, il a Polytechnique, c'est pas si facile que ça, le niveau c'est quand même très bon. » Oui, mais bien sûr, encore une fois, on a encore des élèves qui réussissent très bien et on a encore une capacité d'excellence. Mais le fait est que d'abord, même ceux qui réussissent bien réussissent un peu moins bien qu'avant, et surtout, l'écart est gigantesque avec des élèves qui ont grandi à quelques kilomètres de là. Je ne sais pas si l'INSEE peut contester légitimement l'inégalité du système scolaire français, mais moi, j'ai vécu un grand cap dans mon existence il y a quelques mois. Je suis devenu propriétaire. J'ai acheté un appartement. Et j'ai découvert à cette occasion que les agents immobiliers vous expliquent que selon le côté ou l'autre de la rue où vous achetez, en fonction de la sectorisation de l'appartement que vous allez, dans lequel vous allez investir, le prix peut être très largement supérieur parce que vous allez pouvoir inscrire vos enfants dans le collège considéré comme préférable à celui qui est considéré comme, au contraire, devant être évité. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. La réalité, c'est que tous les Français qui savent la réalité de la situation, même ceux qui font semblant de la nier, sont prêts à consentir des efforts importants pour faire que leurs enfants échappent au naufrage de l'éducation nationale. Ça, c'est la réalité de la gravité de l'injustice qui est au cœur de la situation du pays aujourd'hui. Alors comment faire pour s'en sortir ? Ce serait impossible de répondre en quelques minutes, mais je dirais simplement quelques pistes très rapides. 1. Tout concentrer sur l'enseignement des fondamentaux. L'école a une seule et unique mission, c'est d'instruire, d'enseigner les savoirs les plus fondamentaux. Demain, vous l'avez dit, les connaissances qui seront demandées aux salariés, elles évoluent à toute vitesse. Notre but n'est pas, ça a été la grande illusion des années passées. On a dit, regardez, il faut apprendre aux élèves. C'est fini la littérature, c'est fini la philosophie, c'est fini toutes ces connaissances très anciennes. Il faut leur apprendre le code informatique, il faut leur apprendre à faire les choses du monde de demain.
Et puis là, on se rend compte que ChatGPT arrive et fait du code informatique à notre place. Bon, bah, c'était vraiment complètement absurde de faire du code informatique à l'école. On n'a pas besoin que nos élèves apprennent à faire du code informatique. On a besoin qu'ils soient capables, en effet, d'apprendre, capables de construire un raisonnement déductif, capables de s'approprier les savoirs les plus fondamentaux qui les rendront aptes au monde qui se dessine. On a besoin qu'ils sachent lire, parce qu'un élève qui ne sait pas lire, effectivement, c'est un élève qui va être en très grande difficulté dans le monde, quel qu'il soit, qui se dessine sous ses yeux. Donc tout concentrer sur l'enseignement, et notamment sur l'enseignement des savoirs les plus fondamentaux. À l'école primaire, on devrait consacrer, c'est ce que font les meilleurs systèmes scolaires du monde, on devrait consacrer 2/3 de tout le temps scolaire à la lecture, à l'écriture, au calcul, sous quelque forme que ce soit, à l'apprentissage des mathématiques. C'est vraiment l'essentiel. Deuxième chose, tout concentrer notre effort sur le primaire. C'est vraiment là aussi un enjeu majeur, c'est là que tout commence. Troisième chose, tout concentrer sur la formation des professeurs. L'élément clé, c'est d'avoir des professeurs bien formés, bien rémunérés. Et on a aujourd'hui, de ce point de vue-là, un énorme retard à rattraper. Il faut accompagner nos professeurs vers leur métier. Il faut tout simplement rendre aux professeurs leur métier. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, vous avez, je le disais, 1 150 000 fonctionnaires de mémoire, dont 250 000 ne sont pas devant des élèves. Il faut concentrer l'effort sur les professeurs. Il faut remettre, c'est un peu comme à l'hôpital, c'est un peu comme dans beaucoup d'administrations aujourd'hui, il faut remettre l'effort sur ceux qui sont sur le terrain et c'est eux qu'il faut accompagner, soutenir et rémunérer correctement pour attirer les meilleurs. L'année dernière, 5 000 postes non pourvus dans les concours de recrutement de l'éducation nationale. La crise des vocations, elle est déjà un symptôme de la crise de l'école et l'éducation nationale, l'année dernière, c'est 40 000 démissions. L'éducation nationale, l'année dernière, c'est une démission toutes les 3 minutes, même en incluant le jour et la nuit. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Et d'ailleurs, le parallèle avec l'hôpital n'est pas négligeable parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont communs. Et voilà, quelques pistes très rapides. Et puis, dernier point, je vois l'excellent Xavier Gors, tout à l'heure, faisait un dessin sur est-ce que toutes ces lettres, ça fait vraiment un mot. Vous ne pouviez pas toucher de plus près. Il faut se plonger dans le détail de l'évaluation nationale qui a été publiée il y a quelques jours. Un des enjeux les plus compliqués pour les élèves de 4e, c'est le déchiffrage des mots. On est vraiment là, au cœur de cette réalité. Hein. Le fait est que c'est ça le sujet essentiel. Et je crois que pour développer chez nos élèves la capacité d'attention, pour leur rendre ce qui leur manque le plus aujourd'hui, la capacité de concentration, le fait de pouvoir se concentrer sur un sujet, le fait de pouvoir se concentrer sur une connaissance à apprendre, sur un texte à étudier, sur un élément qui peut susciter de la curiosité et même de l'émerveillement. Pour rendre à nos élèves leur capacité d'attention, il faut enfin qu'on traite lucidement ce qui est aujourd'hui un immense problème de santé publique, qui est l'addiction aux écrans. L'école de l'avenir, et je n'ai pas peur de le dire de manière un peu provocatrice, l'école de l'avenir, c'est une école dans laquelle il n'y a pas d'écran. C'est une école dans laquelle on apprend à lire dans des livres, dans laquelle on retrouve le papier. Et je ne dis pas que nos élèves vivront dans un monde sans écran, mais pour les préparer à un monde d'écran, pour les préparer à un monde du digital, pour les préparer au monde du numérique, il faut leur rendre ce qui est aujourd'hui, ce qui sera demain, la plus grande frontière entre ceux qui seront capables de dominer, ceux qui seront capables de décider de leur destin et ceux qui le subiront au contraire. Il faut leur rendre leur capacité d'attention. C'est, je crois, un des enjeux majeurs. On a cru bien faire en distribuant des tablettes, en mettant des tableaux numériques, en donnant des ordinateurs à nos élèves. Mais nos élèves savent mieux que nous se servir des iPads que nous leur mettons dans les mains. Ils savent mieux que nous se servir d'un iPhone. Le propre du numérique, c'est que c'est justement une révolution technologique. Et qu'est-ce que c'est qu'une révolution technologique ? Heidegger disait, c'est quand le schéma de la transmission s'inverse. Vous qui êtes parents et grands-parents, vous avez tous déjà vécu cette expérience un peu douloureuse qu'il a fallu un jour demander à vos enfants ou à vos petits-enfants à vous aider à vous servir d'un outil numérique que vous aviez dans les mains. Eh bien, c'est pas pour ça qu'ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de nous pour apprendre à se servir d'un iPad. Ils ont besoin de nous pour apprendre à ouvrir un livre. J'ai des collègues qui enseignent aujourd'hui à l'université. Il faut aller à l'université parce que c'est l'université qui éponge aujourd'hui le gigantesque mensonge d'État qui est devenu le baccalauréat, qui éponge aujourd'hui toute la crise de l'éducation nationale. Eh bien, j'ai des collègues qui sont à l'université, qui enseignent des disciplines littéraires et qui sont devant des étudiants qui n'ont jamais terminé un livre de leur vie, qui n'arrivent pas à finir un livre. Eh bien ça, c'est, je crois, aujourd'hui, en effet, et je sais que Gérald en parlait à l'instant, mais pour rendre aux élèves leur capacité d'esprit critique, c'est-à-dire leur distance à l'égard de l'image qui règne aujourd'hui en maître, pour leur rendre leur distance à l'égard de ces vidéos dont ils sont saturés toute la journée, il faut leur rendre un espace dans lequel il n'y ait pas
cette sollicitation permanente de l'écran qui fait écran entre eux et la réalité. Il faut traiter maintenant à nouveau les producteurs d'écran comme on a traité les cigarettiers autrefois, et ça veut dire commencer par ne pas distribuer des paquets de cigarettes partout dans nos classes et donc par ne pas mettre des tablettes entre les mains de tous nos élèves, donnez-leur des livres, c'est la condition pour qu'ils soient libres dans le monde des tablettes de demain. Merci beaucoup. Gérald, ton avis sur ce qu'il faut faire et sur quoi on se fonde pour améliorer l'éducation? Oui, ben d'abord, comme il a été dit, là aussi, je me base simplement sur un certain nombre d'études. On essaye d'être sur la terre ferme. Et les plus jeunes générations semblent avoir plus que celles qui les ont précédées, un problème avec l'attention, avec la fixation de l'attention, avec la patience tout simplement, et même avec l'ennui. C'est terrible une société où on ne s'ennuie plus. Moi, je me souviens, je ne vais pas faire le point anecdote, mais je pense qu'on a tous vécu ça. Je remercie l'ennui. Parce que c'est dans cet ennui, c'est dans les longues heures que j'ai passées à titiller mes soldats et ne pas savoir quoi faire que je pense avoir généré une part de créativité, de rêverie. Voilà. Et on est en train, c'est vrai, de priver, avec leur assentiment, il faut bien le dire, les jeunes générations de la possibilité de s'ennuyer. Il y a des études qui montrent qu'ils sont beaucoup plus impatients que nous, par exemple, pour acheter quelque chose. Alors comment on fait ça? Parce qu'on peut, dans des expérimentations, en économie par exemple, leur proposer d'acheter quelque chose et de payer un supplément pour le recevoir plus vite. Demain ou après-demain ou dans une semaine. Et les classes qui sont d'âge qui sont le plus prêtes à payer le plus pour recevoir vite, ce sont les plus jeunes. Et vous voyez, ça s'appelle un proxy expérimental de l'impatience. Donc effectivement, je ne sais pas s'il ne peut pas tout de même y avoir un bon usage de l'écran dans le cadre pédagogique. Je laisse ça éventuellement au débat. Mais ce qui est sûr, c'est que le livre incarne quelque chose comme ça, c'est-à-dire le ralentissement du temps, la sensualité de l'objet, un rapport direct quoi, et non virtuel au monde. Et de ce point de vue, évidemment, j'applaudis des deux mains. Si je veux faire du bruit, c'est mieux d'ailleurs. Et on a dit les fondamentaux, puisqu'on parle de l'avenir, bien sûr, lire, écrire, compter. Mais on a peut-être oublié quelque chose, je voudrais l'ajouter, c'est, et ça, ce serait assez révolutionnaire, parce que dans le fond, ça ne s'est pas fait tant que ça, raisonner. Alors évidemment, François Xavier, qui est professeur de philosophie, hein, si je ne m'abuse, pourrait être choqué. C'est bien ça qu'on fait en philosophie, on apprend quand même à raisonner, mais d'abord on le fait très tard. Ceci dit, c'est formidable en France, ça doit être un des seuls pays où on enseigne la philosophie comme ça de façon obligatoire, mais c'est en terminale. Et puis en philosophie, on apprend toutes sortes de choses. Moi, je ne vais pas me priver des dessins de Xavier Gors, ça c'est pas parce que... Voilà, par exemple, l'instabilité effectivement de l'offre pédagogique est illustrée par l'excellent Xavier. Donc raisonner, apprendre à raisonner, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que quand même, il faut annoncer quand même quelques bonnes nouvelles. La science, aujourd'hui, fait des propositions tout à fait solides et documentées sur la façon d'insérer en quelque sorte des cours pour stimuler le système immunitaire intellectuel des jeunes, et ils en ont besoin quand ils sont de plus en plus confrontés aux écrans. Parce que même si vous chassez les écrans des écoles, ils les retrouveront immédiatement après. Et ils en ont besoin d'ailleurs. On ne va pas, à moins de vouloir être un Amish, revenir je ne sais dans quelle période. La stimulation de la pensée analytique, ce n'est pas juste pour faire beau. Là aussi, c'est très documenté. Il y a une science vraiment mondiale maintenant de la diffusion des fausses informations. On appelle les sciences sociales computationnelles. Et il y a des traits très saillants, il y a des choses dont on est sûr maintenant. Et une chose dont on est sûr, c'est que la variable qui prédit le plus le fait de croire en des fausses informations et de les diffuser, et il y a plein de variables, hein. Il y a des variables politiques. Par exemple, si vous êtes à l'extrême droite, vous avez plus de chances de partager des fausses informations. À l'extrême gauche depuis 2 semaines aussi, non? 2-3 semaines. Alors, c'est une bonne remarque. Depuis au moins un siècle en réalité, hein. Je sens comme une connotation politique dans l'Assemblée. Bon, mais en bon sociologue, je ne tirerai pas de conclusion de cela. Il faut que je fasse un sondage raisonné. Non, mais là aussi, pardon, la science apporte beaucoup de données sur cette question, et c'est ce qu'on appelle des courbes en J. Si vous voulez vraiment, je ne voulais pas préciser, mais puisque vous m'y obligez. Les courbes en J, donc vous avez l'extrême gauche là, l'extrême droite là. Donc le partage des fausses informations, et notamment des théories du complot, ça fait comme ça.
C'est-à-dire qu'il y en a quand même plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, mais il y en a plus à l'extrême droite et à l'extrême gauche que dans tous les autres camps politiques. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est de la science. Mais, pardon, pardon s'il y a des sensibilités que ça froisse. Alors je peux vous dire, ça a froissé notamment au Rassemblement national, parce que quand j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale, la seule personne qui m'a agressé verbalement, c'était une députée du Rassemblement national, et j'étais obligé de lui rappeler quand même ces chiffres, en lui disant qu'il avait une bonne tête de gagnante potentiellement, quoi. Et donc, ce que cela veut dire, c'est qu'il y a des variables politiques qui sont impliquées, mais la variable la plus importante, c'est ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse. C'est-à-dire que la tendance que nous avons tous à aller vers des conclusions intuitives. Parce que le vraisemblable est moins coûteux que le vrai. C'est coûteux, ça veut dire intellectuellement, en termes de consommation de glucose de notre cerveau, on est tous un peu des feignants intellectuels. Et il y a une façon de stimuler la pensée analytique. Alors, je n'ai rien contre le théâtre, la musique, etc. Mais j'espère qu'on ne va quand même pas abandonner cette ambition dans les prochaines années de stimuler la pensée analytique, parce que c'est cette pensée analytique et sa stimulation qui va le mieux nous protéger contre les fractures, enfin contre certaines des fractures qui menacent la démocratie. L'autre point important, j'en aurais bien d'autres, mais parce que je ne veux pas abuser de mon temps de parole, qui a été aussi bien évoqué par Muriel que François-Xavier, qui me semble très important, c'est les représentations, les valeurs. Parce que oui, il se passe sans doute des choses très observables et très admirables en Europe du Nord. Mais n'oubliez pas une chose, en matière d'éducation, il y a plein de variables qui sont impliquées. Ce n'est pas seulement le process éducatif, c'est aussi l'environnement familial qui compte beaucoup. D'ailleurs, une enquête très récente de l'INSERM à propos des écrans montre que les écrans peuvent avoir des effets inquiétants, mais mixés avec l'attitude de la famille. Donc, je ne suis pas certain qu'on va pouvoir reproduire les conditions familiales d'Europe du Nord ici en Europe. Donc, attention aussi. Il faut regarder avec intérêt les autres systèmes éducatifs, mais ne pas oublier que ces expériences-là sont saupoudrées de plein de variables et qui ne sont pas forcément celles qu'on croit. Donc, il faut faire attention. Et par contre, ce dont je suis certain, c'est que les valeurs qui sont portées par les familles sont tout à fait essentielles. Aujourd'hui, et mon cœur en souffre, par exemple, la valeur du mérite est très attaquée, en particulier par la gauche. Ça veut dire qu'il faut que je me taise. Tu as le droit de continuer. Et donc je vais aller très vite là-dessus, parce qu'on a des données, puis sans doute mes collègues voudront réagir, on a des données très intéressantes, notamment sur la reproduction des inégalités. Partout dans le monde, partout, il y a une communauté d'immigrés qui ne connaît pas la langue du pays où elle va, qui vient dans des conditions économiques difficiles et qui réussit mieux que toutes les autres, y compris les autochtones. Ce sont les Asiatiques du Sud-Est. Or, donc ça, il faut l'opposer fermement à la fatalité de la reproduction, des conditions économiques et sociales. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études qui ont été faites, notamment par des collègues dans une revue de sociologues, dans la revue Science, je le dis parce que la revue Science ne publie pas beaucoup de sociologie, c'est une des grandes revues de diffusion de la connaissance, et qui montre tout simplement, sans surprise, que ce qui fait la différence, mon Dieu, heureusement, ce n'est pas des différences génétiques par exemple, non, c'est tout simplement les valeurs qui sont portées par les familles, qui sont des valeurs de mérite. Et je vais vous donner une toute petite dernière expérimentation, parce qu'elle a été faite en France, ici, par des économistes, 3 économistes, qui sont à la Business School of Economics. Ils ne sont pas en France, mais peu importe, mais ils sont français. Sinon, ils ne pourraient pas faire de grosses études, ils n'auraient pas d'argent. Oui, il y a aussi un problème de financement de la recherche, mais ça sera pour une autre table ronde. Et on demande en fait à des jeunes, vous savez, qui font leur choix, comment ça s'appelle, j'ai oublié Parcoursup. Ils font leur choix sur Parcoursup, donc là c'est une donnée en conditions écologiques. On n'est pas dans les conditions in vivo de laboratoire, c'est vraiment les gens tels qu'ils font, et on s'aperçoit de ce qu'on sait déjà depuis longtemps, c'est que les jeunes de catégorie populaire ont généralement moins d'ambition que les jeunes de catégorie plus aisée. Ça, ce n'est pas une surprise du tout. Mais attendez la suite. À ces jeunes, on leur demande où est-ce que vous êtes classés, à votre avis, parce qu'ils ne le savent pas. Eh bien, les jeunes de catégorie populaire sous-estiment leur niveau. Pas surprenant non plus. Mais ils ont cette idée de génie de leur dire, en fait, voilà ta vraie position. Et maintenant que tu connais ta vraie position, quelles sont tes ambitions ? Eh bien, dans le premier décile, c'est-à-dire des 10% les plus hauts des jeunes venant de quartiers populaires, ils atteignent immédiatement les mêmes ambitions que les autres catégories sociales. Ce qui veut dire que tout cela tient aussi beaucoup sur des récits. Donc attention à ne pas diffuser des récits autoréalisateurs, trop pessimistes, parce que le futur ressemble aussi à ce qu'on croit qu'il va devenir.
Alors ça nous amène finalement ailleurs. Je vais redonner la parole à des acteurs du politique parce que ça veut dire que finalement au-delà du système, c'est une question de récit, c'est une question d'ambition de la part de ceux qui vont à l'école et puis c'est une question de l'image qu'on a du professeur. Alors comment on change ça ? Moi, je voudrais dire plusieurs choses. Bon, la première, c'est que dans les pays dont on parle, qui ont les meilleurs résultats depuis des années, etc., Finlande, Estonie, etc., comme par hasard, les profs sont très formés. Pendant longtemps, on prend les meilleurs de l'université et on les paye très bien. Et ils sont respectés. C'est bizarre, mais il doit y avoir une relation entre les deux. Donc, je veux dire, ça fait partie des conditions. Mais je voudrais revenir, parce que je suis à la fois d'accord et pas complètement, sur la mission de l'école, c'est lire, écrire, compter. Oui, bien sûr, c'est vital. C'est le passeport pour la vie. Et on a 11% de la population adulte en France qui ne maîtrise pas aujourd'hui la lecture, qui sont illettrés. Au passage, ils sont aussi dans ce qu'on appelle l'illectronisme, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'aller sur Internet, incapables de faire une démarche. S'il n'y a plus de caissière, ils ne peuvent plus agir. À Pôle emploi, on a mis des agents spécialisés pour les aider, parce que tout est numérique. Donc, c'est un vrai handicap dans la vie. Pour eux. Donc l'illettrisme, c'est aussi l'illettrisme des écrans. Après, je suis totalement d'accord que lire, écrire, compter, c'est fondamental. Et je suis tout à fait d'accord que le rapport au livre n'est pas le même que le rapport à l'écran. D'abord, il est sensoriel, beaucoup plus, ce qui compte beaucoup dans le développement de l'intelligence. Et puis, on peut revenir en arrière facilement, on peut reculer, on peut avancer. On n'est pas contraint comme dans une liseuse. Et j'ajouterais qu'en plus, dans l'éducation, dans beaucoup de classes, on ne le dit jamais, on ne demande pas aux élèves de lire des livres, on ne ont que des extraits. Quel est le sens qu'on peut donner à une multitude d'extraits de multitudes d'auteurs ? Ça fait partie de j'ai le nez sur mon écran, mais je n'ai pas le recul pour réfléchir, imaginer, avoir cet espace-là. Mais je pense que lire, écrire, compter, ça ne suffit pas. Et jamais, je pense qu'on ne peut opposer, par exemple, les arts, les sciences, et les apprentissages fondamentaux. Je vais donner un exemple. Les mathématiques sont très proches de la musique. D'ailleurs, il y a énormément de musiciens qui sont bons mathématiciens, énormément de mathématiciens qui sont musiciens. Donc, quand on fait de la musique, c'est pas juste un truc pour faire joli et pour être content dans la vie. C'est aussi une autre manière d'aborder les savoirs et les compréhensions, mais peut-être qu'il y a des enfants qui vont plus entrer par cette biais-là, ça les amènera aux mathématiques et réciproquement. Pareil, quand on fait des choses comme les formidables mouvements du main à la pâte qui, en CM1, CM2, 6e, permet à des enfants de faire des expérimentations en biologie, en cuisine ou en mécanique, parce que le cerveau se développe aussi à partir du geste, et ça, même Piaget le disait dans les années 50. Donc, je veux dire, il ne faut pas opposer ces aspects-là. Et puis, il y a un des aspects où le système français est le plus malade, pour moi, c'est qu'on n'apprend pas à coopérer, à respecter. On a un système purement centré sur l'individu. On note très jeune, par rapport à d'autres pays, on donne des notes beaucoup plus tôt que dans les pays qui réussissent, et c'est toujours, ce qu'on valorise, c'est l'acte individuel. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce qui compte dans la vie, c'est aussi apprendre à coopérer, à créer ensemble. Et là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, on est très déficient, mais que ça a des conséquences. Quand on voit le taux, et ça fend le cœur et ça révolte, de 10% officiellement reconnus comme harcelés à l'école, chiffre de l'éducation nationale, avec tous les autres enfants qui, eux, n'osent pas le dire. Et dans ceux-là, il y en a très peu où ça va au bout, parce que les parents, parfois les enseignants, l'entourage ne sait pas quoi faire de cette information, ils ne se sont pas écoutés. Et qu'aujourd'hui, il y a en gros 5 millions d'adultes aujourd'hui qui disent qu'ils ont eu et été victimes ou d'inceste ou d'harcèlement dans leur jeunesse. Alors c'est beaucoup les incestes, c'est un autre sujet qui est aussi d'actualité. Mais le harcèlement à l'école, je peux vous dire que ça détruit psychologiquement les gosses. C'est nos gosses, nos enfants, nos petits-enfants. Mais aussi, ça les handicape dans l'enseignement. Parce que quand vous arrivez la boule au ventre au collège, je m'excuse, vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas réussir. Donc, et ça, c'est parce que la coopération, le respect, l'entraide, tout ça, ça n'existe pas dans notre système éducatif. Il y a d'autres pays, ça existe. Comment on prépare les futurs citoyens si on n'apprend pas à vivre ensemble? Eh bien, on vivra dans des communautés séparées, dans des îlots individuels. Donc, pour moi, lire, écrire, compter, raisonner, créer et coopérer, c'est ça les fondamentaux dont on a besoin. Il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais vous poser une question à tous les trois.
moi, du point de vue économique, je m'aperçois, en tout cas avec mon biais complètement amoral, que finalement, quand l'éducation nationale va pas bien, ça ne veut pas dire que les gens sont moins éduqués. On a des plateformes, des grandes entreprises qui créent leurs propres écoles, qui nous disent on va venir pallier cette défaillance de l'État. On a Amazon, on a Google qui nous dit qu'ils vont commencer à le faire aussi, ce projet d'avoir des maternelles, Amazon. Quel danger ou quelle vertu vous voyez là-dedans ? Je pensais, François-Xavier, que c'était à ton tour. Alors mais je veux bien commencer. Non, je vais pas me défausser. Personnellement, je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense contre le marché ou qui a une aversion pour le marché. Voilà. Je pense que le marché, finalement, c'est une sorte d'ingénierie, de redistribution et de fluidification entre une offre et une demande potentielle de toute chose. C'est intéressant, mais comme tu le sais mieux que moi, en tant qu'économiste, le marché a ce défaut d'avoir des externalités négatives, c'est-à-dire de créer des effets pervers, inattendus, que ne veulent pas forcément les acteurs qui sont en présence, mais qui produisent, par l'agrégation de leurs intentions, des effets indésirables. Vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'il raconte ? Un embouteillage, par exemple, vous voyez. Un embouteillage, c'est la somme d'individus qui veulent rentrer chez eux et qui, par leur volonté, produisent quelque chose qui contredit la réalisation de leur intention initiale. C'est pourquoi je pense qu'il y a des objets comme la santé, par exemple, comme le déplacement, qui peuvent être en partie privatisés marginalement, mais qui doivent être gardés au cœur de la possibilité de l'intervention politique, pour justement contredire d'éventuelles externalités négatives qui, sans malveillance, sont produites, parfois avec des intentions idéologiques aussi. Prenez tout simplement le marché de l'information numérique, qui est possédé en grande partie par des acteurs privés. Regardez ce qui s'est passé sur Twitter ou sur X, en l'occurrence, depuis qu'Elon Musk est devenu propriétaire de cette plateforme, avec des intentions idéologiques claires, avec le retour de tous les conspirationnistes, etc., etc. Eh bien, tout simplement, on sait que 75% de la fausse information qui a été partagée sur X lors du conflit récent entre Israël et Hamas, qui est toujours présent d'ailleurs, eh bien, viennent des comptes certifiés. C'est-à-dire qu'ils ont payé pour avoir une certification, ce qui devrait leur donner une crédibilité plus importante, et pourtant c'est eux qui produisent le plus de fausses informations. Donc encore une fois, ce n'est pas du tout une aversion contre la logique de marché, mais je pense qu'un bon marché est toujours régulé par une option rationnelle et qui est forcément politique. François-Xavier, sur l'école, quelles seront les externalités négatives potentielles ? La première d'entre elles, c'est quand même que, moi, je crois à l'enseignement public. Et je pense qu'une société se construit par l'éducation, et je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce que l'éducation soit un bien commun et soit considérée comme tel par l'État qui a la charge de servir ce bien commun. Je ne crois pas du tout que dans la situation actuelle, vous parliez tout à l'heure de la question de la structure, de l'autonomie, etc., mais je ne crois pas du tout que la situation actuelle doive nous faire renoncer à un modèle qui a fait la force de la France. Je suis d'accord que dans la situation qu'on traverse, il faut, et ça me paraît essentiel, avoir l'humilité d'aller regarder dans d'autres pays ce qui fonctionne bien. Mais regardons aussi ce qui a fonctionné dans notre pays. L'école de la Troisième République, c'est pas une mythologie de le dire. Elle a réussi à créer, elle a littéralement été le creuset de la nation française. Et aujourd'hui, où le grand défi, c'est de reconstruire cette unité, je crois qu'on a le devoir de tout faire pour sauver le principe même d'un enseignement public. Aujourd'hui, on voit effectivement que des acteurs économiques trouvent un business extraordinaire déjà aujourd'hui, dans le fait, par exemple, de proposer des cours de soutien. Le nombre d'acteurs qui se sont engagés sur ce sujet est déjà un indicateur de la réalité de la crise de l'école. Le fait que des parents soient prêts à payer souvent très cher pour pouvoir faire en sorte que des cours complémentaires viennent pallier les difficultés de l'école que leurs enfants vivent, le fait que certains fassent tout pour mettre leurs enfants dans le privé, voire dans le privé hors contrat, le développement d'une offre de privé hors contrat qui est essentiellement tournée vers le fait qu'il faut encore une fois créer des solutions alternatives. Une analyse économique de la situation est quand même intéressante. Quand vous avez déjà payé un service public à travers vos impôts, que vous soyez prêt à le repayer une deuxième fois, souvent très cher, pour pouvoir faire en sorte que vos enfants n'aillent pas à l'école publique dont vous avez pourtant déjà acquitté les frais d'une certaine façon, à quel degré de non-compétitivité faut-il en arriver pour que quelqu'un soit prêt à payer une deuxième fois le service qu'il a déjà financé ? Donc,
voilà, évidemment, la situation est grave, mais moi, je ne crois pas qu'on soit contraint pour autant à abandonner l'idéal de l'enseignement public. Et je pense qu'on en a les moyens, encore une fois. Je voudrais juste revenir sur une chose que Gérald disait tout à l'heure, parce que ça me paraît être le cœur de l'aventure éducative. Le problème de l'école en France n'est pas qu'on ait mis l'élève au centre du système scolaire. Ça a été parfois l'occasion de contestations, mais évidemment l'élève est le centre du système scolaire. Évidemment que l'élève est le centre de l'école. L'école existe pour l'élève, bien sûr, et pour personne d'autre. Et même le savoir, même la culture, même la connaissance ne sont que des moyens pour que l'élève puisse accomplir ses propres talents, pour qu'il puisse accomplir sa propre créativité. De ce point de vue-là, je suis parfaitement d'accord avec vous, évidemment. Tout le but de l'école n'est pas juste de lire, écrire, compter. Je parlais de l'enseignement primaire. C'est vrai que le fait est que, moi je suis professeur de philosophie, pour la plupart des collègues qui enseignent au collège, au lycée, transmettre leur discipline, la philosophie, mais aussi l'anglais, mais aussi la biologie, etc. Ces disciplines-là ont une tâche d'autant plus difficile que les élèves manquent de ces connaissances fondamentales. Comment est-ce que vous voulez expliquer à vos élèves Platon, Aristote, Leibniz et Kant quand ils ont du mal à lire un texte ? Donc, concentrer tout à l'école primaire sur la lecture, l'écriture et les connaissances fondamentales de la science, c'est aussi, je crois, le meilleur moyen de servir le reste. Gérald parlait de la connaissance rationnelle, de la capacité de raisonnement. Mais la capacité de raisonnement, ça ne se transmet pas in abstracto. Ça se transmet justement quand vous apprenez à résoudre un problème de mathématiques, vous apprenez, vous êtes en train de former, d'éprouver, de tester votre capacité de raisonnement. Quand vous apprenez l'histoire, eh bien, vous apprenez à raisonner sur les faits historiques et sur le lien de cause à conséquence. Tout ça ne vient pas de nulle part. Tout ça pour dire que le pari de l'école n'est pas d'avoir mis l'élève, le problème n'est pas qu'on ait mis l'élève au centre du système scolaire, mais qu'on ait oublié le pari de l'école, qui est de toujours regarder l'élève au-delà du point où il en est arrivé aujourd'hui. On a construit une école dont la maxime était « rien ne sera trop compliqué pour vous, rien ne sera trop difficile pour vous ». Et d'une certaine façon, moi quand j'étais en formation comme professeur de philosophie, on nous disait surtout il ne faut pas transmettre des connaissances parce que ça place les élèves dans une posture de récepteurs ignorants et donc ça les humilie et ça les met dans une condition d'être méprisés. Il faut leur donner l'occasion de produire leur propre savoir. Et donc il faut qu'en cours de philosophie, au lieu d'arriver en disant « voilà ce que Descartes a dit sur le bonheur ou sur le sens de la vie », eh bien, il faut arriver en disant « qu'est-ce que vous pensez du bonheur ? Qu'est-ce que vous pensez du travail ?» Mais en fait, pourquoi aller à l'école si c'est pour qu'on vous demande votre avis sur le bonheur ? Vous l'avez déjà. Vous seriez probablement plus heureux en étant resté sous la couette que d'être venu dire quelque chose que vous connaissez déjà. Vous venez à l'école pour découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas encore et pour être conduit jusqu'à votre propre hauteur. Le pari de l'école, c'est de dire à un élève « tu es capable de faire cela, mais tu ne le sais pas encore. Et on va y arriver ensemble. Et tu vas te découvrir capable de ce que tu ne te sais pas encore à mesure de créer, à mesure de comprendre, à mesure d'admirer, parce qu'il y a aussi ça dans l'école, cette capacité de curiosité qui en effet est une capacité de contemplation et d'émerveillement. Et conduire les élèves jusqu'à leur propre hauteur, conduire les élèves à se découvrir capables de ces talents qu'ils ne se soupçonnaient pas, c'est, je crois, le pari de l'école. Et de fait, il n'y a aucune raison d'y renoncer et il n'y a aucune raison de considérer qu'on va laisser d'autres acteurs que nous faire ce travail-là. Nous sommes capables d'y parvenir, nous l'avons fait, nous devrons le refaire à nouveau pour que la France retrouve son unité et qu'elle construise les conditions de son avenir. Mais c'est, je crois, encore une fois, le défi essentiel sur lequel il faudrait que toute la nation soit mobilisée dès aujourd'hui comme une priorité absolue. Eh bien, le temps a passé tellement vite qu'on est déjà en retard. Donc je suis vraiment désolé pour les questions du public, mais vous pouvez les arrêter immédiatement après la conférence. N'hésitez pas à leur poser les questions directement. On ne peut pas les prendre là, malheureusement, sinon on va mettre tout le reste de l'organisation en retard. Et Nicolas va me tuer, donc je ne peux pas faire ça. Je vous remercie beaucoup. À tout à l'heure.